Niger, intervention militaire de la CEDEAO, la guerre coloniale de Paris. Nous nous interrogeons encore. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. La menace de recourir à la force militaire pour mettre fin au coup d'État au Niger a provoqué d'importantes divisions dans la région. Nous parlons là de la région de l'ouest de l'Afrique. Elle a exacerbé des tensions au Niger même, ainsi que chez ses voisins. De plus en plus de signes indiquent que toute intervention militaire risque de se heurter à une forte opposition. Le soutien croissant, bien sûr, des nouvelles autorités a hardi, on va le dire comme ça, les hommes et les femmes qui ont pris le pouvoir il y a quelques jours, et surtout à leur donner le pouvoir de rester encore à la tête de l'État et à défier justement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En réaction à la menace de la force, de plus en plus de Nigériens sont descendus dans les rues pour manifester leur opposition. Une manifestation d'ailleurs a eu lieu ce week-end à proximité d'une base militaire française à Niamey. L'option donc de la force militaire a divisé les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les membres de la CEDEAO sont pleinement conscients qu'une guerre totale exacerberait la fragilité de la région. Une réunion des chefs militaires de la CEDEAO au Ghana les 17 et 18 août dernier a permis justement de discuter des options d'intervention. Entre-temps, le Parlement de la CEDEAO est divisé sur une intervention militaire justement du côté du Niger. Des pays membres comme le Nigeria qui assure actuellement la présidence tournante sont également soumis à des pressions internes. Des manifestants sont descendus dans les rues de Kano, la plus grande ville du nord du pays. On parle bien sûr du Nigeria, pour protester contre une éventuelle invasion du Niger. Pour leur part, les pays voisins du Niger, qui n'appartiennent pas à la CEDEAO, comme par exemple le Tchad et l'Algérie, se sont opposés à l'usage de la force contre un pays frère. Nous pensons, nous en tant que panafricanistes, qu'une intervention militaire au Niger est peu probable aujourd'hui, et comme on l'a souvent indiqué sur nos plateaux. Cependant, la menace de recourir à la force signifie que les tensions restent avérées. C'est incompréhensible car l'enjeu est de taille. Il faut d'ailleurs identifier 3 conséquences majeures d'une guerre totale de ce côté-là. La première victime serait d'ailleurs la guerre régionale en cours contre le terrorisme, car les pays actuellement engagés dans cette lutte verraient leurs armées et leurs ressources détournées. Deuxièmement, il y aurait un afflux massif de réfugiés dans les 7 pays limitrophes du Niger. Cela aurait également un effet d'entraînement, car davantage de réfugiés chercheraient à trouver leur chemin vers l'Europe. Troisièmement, il faut également le préciser, le conflit aggraverait les tensions entre le Niger et la France. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, les nouvelles autorités nigériennes accusent la France ouvertement d'être responsable de l'insécurité et des difficultés économiques du pays. Des groupes terroristes pourraient alors profiter des frontières fragilisées par le conflit. Ils pourraient également profiter d'une situation où des armées qui se battaient auparavant côte à côte contre des insurgés tels que Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest se battent désormais les unes contre les autres. L'exemple de la Syrie et de l'émergence rapide de l'État islamique dans la région donne un aperçu de ce qui pourrait justement se produire, même si nous savons pertinemment, mesdames, messieurs, que l'État islamique a été justement organisé, financé par les États-Unis. La majeure partie de la population nigérienne vit dans le sud du pays, près des frontières avec le Nigeria, la République du Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Ces pays subiraient un afflux de réfugiés, ce qui déstabiliserait davantage les États déjà fragiles. Nous pensons donc on va le dire, une intervention militaire du côté du Niger serait justement une très très mauvaise idée. Une guerre entre l'armée nigérienne et la CEDEAO, il faut le dire également, enhardirait les trafiquants d'êtres humains et inciterait davantage d'Africains à profiter du chaos pour se rendre en Europe par le Nord, qui, il faut le préciser jusqu'à preuve de contraire, ces Européens ont payé, il faut le dire comme ça, rubis sur ongle la Tunisie à pouvoir faire déguerpir tous les Africains qui aimeraient justement faire un tour du côté de l'Europe. Eh bien, le Niger a conclu plusieurs accords bilatéraux, multilatéraux avec l'Union européenne et d'autres pays européens.
pour freiner les migrations massives via la Libye et la mer Méditerranée. Agadez, au centre du Niger, était une plaque tournante de l'immigration clandestine, mais la situation a changé grâce aux efforts concertés du Niger et de ses alliés européens. Une intervention militaire entraînerait donc un effondrement total des relations entre la France et le peuple nigérien. Une grande partie de l'opinion publique nigérienne est déjà en colère contre la France, l'ancien maître colonial, et ses activités dans le pays. Le Niger a été une colonie française de 1922 à l'indépendance en 1960 et Paris a continué à jouer un rôle de paternaliste dans les affaires politiques et économiques intérieures du pays, au point aujourd'hui de le dire à Mondovision qu'il faudrait rétablir Mohamed Bazoum à la tête du Niger. Si, il faut le dire, les gens pensent que la France et ses alliés poussent la CEDEAO à prendre des mesures militaires, les Nigériens pourraient se tourner vers la Russie qui a mis en garde contre une intervention militaire. En tout cas, nous regardons là les conséquences d'une intervention militaire du côté du Niger. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Niger, intervention militaire de la CEDEAO, la guerre coloniale de Paris, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géostratège, il est notre invité ce matin. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Boss. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Bonjour à tous nos milliers et nos millions justement de followers sur nos différentes plateformes digitales. C'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en invitant. Merci à vous, Charlie Kenyé, d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin. Eh bien, nous nous interrogeons clairement ce matin, intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Est-ce la guerre coloniale de Paris, Charlie Kenyé? Bon, très certainement oui. Je crois que nous avons assez d'éléments qui démontrent à suffire qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'est qu'un instrument géopolitique entre les mains de l'Union européenne et de la France, qui officie comme garçon de course de l'Union européenne, pour simplement déstabiliser non seulement l'Afrique, mais également le Niger et la bande sahélo-sahélienne. Fort de cette réalité-là, on comprend très bien que cette même CEDEAO est aux antipodes des textes et statuts justement qui régissent cette organisation sous-régionale. Qu'il faut le rappeler, parmi les très grands principes qui fondent cette institution-là, vous avez l'un des plus importants qui s'appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que le principe de subsidiarité spécifie très clairement que la CEDEAO ne saurait se prévaloir du mandat des États membres, c'est-à-dire que la CEDEAO ne peut se substituer aux États membres pour faire ce que les États membres sont capables de faire par eux-mêmes. Et donc, sur la base de cela, il est inconcevable que la CEDEAO, justement, s'oblige en donneur de leçons ou s'érige en maître pour justement dicter l'avenir d'un pays qui se veut être souverain. Parce qu'il faut le dire, la CEDEAO n'est pas souveraine, mais le Niger est souverain. Et donc, c'est une ingérence dans les affaires internes du Niger qui, justement, caractérise ce caractère, je veux dire quoi, belliqueux de la CEDEAO, mais beaucoup plus cette CEDEAO instrumentalisée pour justement mettre à mal cette sous-région. La preuve encore se voit par cette attitude va-t-en-guerre, parce qu'il faut le dire très clairement. Vous savez, lorsqu'on fait les études de négociation, on ne résout pas un problème en déclarant la guerre. C'est-à-dire que logiquement, on se sera attendu comme un peu ce que nous sommes en train de vivre à ce moment. Je crois que peut-être on en reviendra avec la situation au Gabon, où vous avez vu le communiqué final de la CEAC qui a privilégié dans un premier temps le dialogue. D'ailleurs, je crois qu'il y a une mission qui se rendra du côté de Libreville pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir un retour à l'ordre constitutionnel. Mais immédiatement après ce qui s'est passé au Niger, la CEDEAO est sortie pour dire clairement qu'elle donnait un délai sans lequel, si les autorités de Niamey ne s'exécutait pas, eh bien, elle entrerait en guerre contre un État membre, ce qui est d'une bêtise à nul autre pareil. Donc, ça démontre à suffire le caractère fragile de cette institution qui, véritablement, depuis bien des années aujourd'hui, ne travaille plus dans l'intérêt des peuples de la sous-région, parce que c'est ça le but de la CEDEAO, travailler dans l'intérêt des peuples de la sous-région, mais qui, depuis un certain temps, travaille beaucoup plus à mettre en avant un certain nombre d'intérêts étrangers qui, véritablement, mettent en mal l'intégrité et même la prospérité au niveau de cette sous-région-là.
Cela se confirme encore plus avec l'arrivée de son nouveau président, autant pour moi du côté du Nigeria, qu'il faut le voir. Nous savons de tradition que lorsqu'un président arrive au Nigeria, il est de coutume de venir au Cameroun parce que rappelons que le Cameroun, c'est le premier partenaire commercial du Nigeria, donc généralement sans parler de l'histoire, qui fait en sorte que le Cameroun a toujours refusé de servir de base arrière pour déstabiliser le Nigeria. Et donc au Nigeria, aujourd'hui, c'est une tradition où à chaque fois qu'un président arrive, la première visite à l'étranger, c'est au Cameroun. Oui. Mais curieusement, lorsque celui-ci a pris les rênes de ce pays-là, la première visite qu'il a jugé utile de faire, c'est se rendre en France, où il a rencontré tout l'établissement politico-administratif français, le président Emmanuel Macron. Il est allé jusqu'à rencontrer un certain nombre de chefs d'état-major des armées françaises, comme quoi véritablement il est sans aucun doute le candidat de l'international libéralisme qui aujourd'hui sur le continent européen est matérialisé par le président français Emmanuel Macron. Donc ce sont des éléments qui démontrent à suffit que les personnes aujourd'hui qui sont censées parler au nom des peuples de cette sous-région, en réalité, sont des individus savamment pensés. On va taire tous les scandales financiers et même de trafic qui tourne autour de sa personne, mais malgré cela, quand même, vous avez vu qu'il a su se positionner jusqu'à arriver au pouvoir. C'est assez demandé véritablement si la démocratie qu'on nous dit être le modèle de gouvernance par excellence n'est pas plutôt un problème ou un caillou dans la chaussure des Africains, parce que véritablement, cette démocratie nous amène au pouvoir des individus qui sont prêts à justement déclarer la guerre contre les peuples qu'ils sont censés protéger. Jusqu'à preuve de contraire, hein, on parle toujours d'une intervention militaire et justement du retour à l'ordre constitutionnel. Vous parliez tout à l'heure de démocratie. Finalement, qu'est-ce que Macron entend par retour à l'ordre constitutionnel, à remettre un président qui a été déchu et qui n'est pas justement aimé par son peuple? Pourtant, aujourd'hui, les nouvelles autorités nigériennes sont aimées, applaudies, acclamées et surtout poussées justement vers le haut par ce peuple nigérien qui veut voir le changement. La réalité même actuelle démontre à suffit que Macron est un être bipolaire. Vous vous souvenez encore, hein, il y a de cela 24 heures, du côté du Gabon, on célébrait un chef d'État qui est arrivé au pouvoir par coup d'État. Et les officiels français ont vite fait de nous rappeler qu'en réalité, il est arrivé là parce que le peuple en avait marre de l'ancien dirigeant. C'est-à-dire que les médias français ont vite fait de nous rappeler que le coup d'État au Gabon était différent du coup d'État au Niger. Parce que celui du Gabon, il a été suivi d'une liesse populaire. Je cite ici les mots du correspondant, l'envoyé spécial de France 24 au Gabon. Il nous a parlé d'une liesse populaire. Il est allé jusqu'à nous parler d'un coup d'État qui est venu libérer le peuple. Les vidéos sont encore là, vous pouvez aller lire. Libérer le peuple. Il va même encore plus loin. Il dit, le général qui arrive là est un homme qui incarne l'indépendance et la souveraineté du peuple gabonais. Les mots on laisse, allez lire, les vidéos sont encore sur France 24. Les mêmes médias et le même correspondant, dans le cas du Niger, nous a dit, il est inadmissible pour la France d'autoriser ce qui est en train de se faire. Parce que c'est antidémocratique. C'est un manque à l'ordre, aux valeurs et à la constitution du Niger, que c'est anticonstitutionnel. Et le président Macron est vite allé pour nous rassurer comment, conformément à ses valeurs, la France ne peut pas accepter ce qui se passe au Niger. Parce que les valeurs de la France ne peuvent pas tolérer ce que nous sommes en train de vivre au Niger. La France est un pays respectueux des droits de l'homme, respectueux de la démocratie. Et donc la prise du pouvoir par les armes ne peut être tolérée par l'État français. Mais le même État français nous trouve que ce qui se passe au Gabon, véritablement, il n'y a pas de problème. C'est l'émanation de la démocratie parce que le peuple au Gabon est souverain. Et on a envie de se poser la question. La notion de peuple, qu'est-ce qu'ils y mettent? Est-ce que le peuple au Gabon est différent du peuple au Niger? Parce que les vidéos même qui circulent jusqu'en date démontrent à suffit que la liesse populaire, si véritablement on peut parler de liesse populaire, a été plus grande au Niger qu'au Gabon. Oui. Mais comment donc vous reconnaissez la souveraineté au peuple gabonais et vous reniez cette même souveraineté au peuple nigérien? Ça veut dire qu'il y a problème. Est-ce que véritablement on est encore là dans le cadre de la défense de la démocratie ou alors on est là dans le cadre de la défense de ses intérêts propres?
Parce qu'aujourd'hui, lorsque les autorités nigériennes demandent à l'ambassadeur français de quitter leur territoire, aux soldats français de quitter leur territoire, Macron s'appuie justement sur un prétexte idiot, comme quoi l'ambassadeur de France aurait été accrédité par les autorités légitimes de Niamey. Il parle ici de Mohamed Bazoum. Oui. Mais ça démontre à quel point ce président, non seulement d'être bipolaire, mais est véritablement ignorant, si vous me permettez le terme. Vous ne pouvez pas vous revendiquer être respectueux du droit international et mépriser ou alors ignorer à ce point le droit international. Parce que le droit international spécifie très clairement qu'on accrédite pas un ambassadeur auprès d'une personne. Mohamed Bazoum est un individu. On accrédite un ambassadeur auprès d'un État. Voilà pourquoi on parle de l'État accréditant et l'État accréditaire. La France était l'État accréditant, c'est-à-dire que la France avait accrédité Sylvain Ité ambassadeur de France auprès de l'État de la République du Niger, pas auprès de l'État Mohamed Bazoum, non, de l'État de la République du Niger. Et donc, Mohamed Bazoum n'est qu'un homme, il peut venir et partir. Alors, les autorités actuelles du Niger, qui représentent l'État du Niger, disent ne plus reconnaître la qualité d'ambassadeur à Sylvain Ité. L'article 9 de la Convention de Vienne, qui régit les relations diplomatiques et consulaires, en son alinéa 1, précise très clairement qu'à partir de cet instant, l'ambassadeur Sylvain Ité devient persona non grata au Niger. C'est-à-dire que vous ne pouvez imposer un État à rester, obliger un État à maintenir votre ambassadeur sur place si tant il que l'État demande à ce que l'ambassadeur qui est là ne représente plus ou alors se trouve être une menace pour les intérêts de cet État-là. Et je crois que les autorités nigériennes l'ont clairement formulé dans la lettre qui a été adressée aux autorités françaises. Et l'alinéa 2 de l'article 9 de la Convention de Vienne précise qu'il est possible pour l'État accrédité, à savoir le Niger, de retirer justement l'immunité qui va avec, que ce soit au niveau du personnel et même de la mission diplomatique. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, les représentants ou alors l'ambassadeur de France du côté du Niger devient immédiatement injusticiable. Et Macron veut nous démontrer par A plus B que l'ambassadeur qui est là-bas est dans le respect d'une certaine valeur, d'un certain droit international qu'il semble ne pas vouloir lui-même respecter. Et un État comme ça se plaît être donneur de leçons aux Africains. Non, véritablement, je pense que aujourd'hui, on a vite compris ce qui se passe. Ce qui se passe en réalité, c'est que la France n'a jamais rien respecté. Elle ne respecte ni les droits de l'homme, ni le droit international. Elle ne respecte même pas cette démocratie, parce que si elle respectait la démocratie et ses principes sacrés, tels que le respect de la souveraineté d'un peuple, je crois qu'elle reconnaîtrait la souveraineté du peuple nigérien qui aspire au départ de son ambassadeur et des forces étrangères. Mais on comprend très bien que le problème ici, c'est une question d'intérêt. Et quand on parle même d'intérêt, rappelons que la France n'a aucunement, ou alors n'a aucun intérêt en Afrique, parce que la France n'a rien laissé ici pour espérer ou alors pour envisager parler d'intérêt sur le sol africain. Mais la réalité est tout autre. La réalité est celle que aujourd'hui, le Niger est pratiquement le premier fournisseur en uranium de l'Union européenne. Voilà pourquoi en réalité Macron, lorsqu'il parle aujourd'hui, n'est que le garçon de course de cette Union européenne. Le Niger est le premier fournisseur en uranium de l'Union européenne, suivi de la Russie, suivi du Kazakhstan, suivi du Canada. Et quand vous analysez bien les chiffres, on vous dit par exemple que le Niger fournit à l'Union européenne 24% de ses besoins en uranium. À toute l'Union européenne, 24%. Parce que le Niger a une production annuelle de 2020 tonnes d'uranium par an. Et quand vous comparez la production annuelle du Niger, qu'il faut le dire, est exploitée dans sa totalité par une entreprise française, Orano anciennement Areva, vous comparez avec les besoins de la France annuellement, vous comprenez que le Niger à lui seul fournit en termes de besoins à la France pratiquement 70% de ses besoins en uranium. C'est-à-dire que le Niger fournit à l'Union européenne 24% de ses besoins et 70% pour la France. Si vous mettez ça dans un schéma géopolitique, vous comprenez très bien les enjeux. Les enjeux sont les suivants. C'est que les premiers ou alors les plus grands fournisseurs en uranium de l'Union européenne sont le Niger, la Russie et le Kazakhstan. Les trois pays-là, eux seuls, représentent un peu plus de 60%, pratiquement 70% des besoins en uranium de l'Union européenne.
Quand vous prenez donc des pays comme la Fédération de Russie et le Kazakhstan, assez également vous pouvez ajouter l'Ouzbékistan, vous allez vous rendre compte que du fait des multiples sanctions adressées à la Fédération de Russie, l'uranium de la Russie aujourd'hui non seulement est en termes de prix très élevé sur le marché mondial, mais la Russie ne privilégie plus l'Union européenne comme partenaire dans le cadre de la vente de cette matière première. Si vous prenez maintenant le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, il faut rappeler que les mines d'uranium au niveau du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan sont exploitées par les entreprises russes, principalement l'entreprise Rosatom. Et lorsque cette entreprise transforme ou alors exploite ces minéraux-là, elle transite par le port de Vladivostok pour alimenter l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, si vous considérez également le fait que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont des alliés stratégiques de la Fédération de Russie parce que les deux pays aux côtés de la Russie font partie de l'OCS, l'Organisation pour la coopération de Shanghai, avec la Chine et l'Iran, et font également partie de l'OTCS, l'Organisation du traité pour la sécurité collective. Ça fait en sorte que les sanctions aujourd'hui que l'Union européenne sont en train d'infliger à la Fédération de Russie privent donc l'Union européenne de pratiquement 50% de ses besoins en uranium. Vous comprenez donc que si vous enlevez la Fédération de Russie, vous enlevez le Kazakhstan, vous enlevez l'Ouzbékistan, le Niger devient là comme le partenaire privilégié de l'Union européenne et donc de la France pour continuer à s'alimenter en uranium. Et donc, aujourd'hui, la question, ou alors, ce qui se passe au Niger, c'est une question de vie ou de mort, non seulement pour l'Union européenne, mais également pour la France. Parce que rappelons que la France, aujourd'hui, est le premier exportateur d'électricité en Europe. C'est-à-dire que l'uranium qui est exploité au Niger par la multinationale Orano, Areva, permet non seulement à l'économie française de fonctionner, aux ménages français d'avoir de l'électricité dans leur ménage, permet à l'entreprise Orano d'être le premier ou alors le géant mondial dans le domaine de l'uranium parce que c'est une entreprise qui gagne énormément de marchés à l'échelle internationale. Or, ces marchés sont conditionnés par la production et l'exploitation de l'uranium du côté du Niger. Si vous ajoutez justement le fait que vous prenez en considération le fait que les autorités actuelles du Niger ont bloqué la sortie de l'uranium et de l'or pour la France, vous comprenez très bien que non seulement cette entreprise Orano ne pourra pas respecter les contrats qu'elle aura signés avec d'autres partenaires pour justement installer la plupart des centrales nucléaires dont elle a besoin de l'uranium du Niger pour les faire fonctionner. Vous comprenez que l'économie française va en prendre un coup puisqu'à l'heure où nous parlons, au niveau même de la France, en plein Paris, depuis pratiquement une semaine, ils font ce qu'ils appellent la rationalisation parce que les réserves, selon les experts ou les analystes de ce côté-là, sont prévues pour durer pratiquement 3 mois. C'est-à-dire que passé 3 mois, la France aura véritablement un problème un besoin créa de matières premières, principalement d'uranium, pour faire fonctionner les 56 centrales nucléaires qui sont sur son sol. Si à ça vous ajoutez le fait que c'est un pays qui vend de l'électricité aux États membres, qui permettent à son économie de fonctionner, vous voyez donc l'intérêt stratégique que représente le Niger pour ce pays-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les autorités nigériennes maintiennent les décisions qu'ils sont en train de prendre sur un an, je crois que c'est l'économie, c'est toute l'économie française qui s'écroule avec toutes les entreprises, parce que c'est l'énergie qui fait fonctionner l'économie. S'il n'y a pas d'énergie, la multiplicité avec laquelle les entreprises aujourd'hui sont en train de fermer en France dénote justement du fait de l'inflation dans les coûts de l'énergie. C'est-à-dire que les factures sont en train de grimper parce que l'approvisionnement devient difficile et donc on est obligé de rationaliser et les prix commencent à grimper sur le marché. Oui. Donc c'est une question de vie ou de mort pour la France et pour ça on se cache derrière le droit international, on se cache derrière des slogans tels que la démocratie, les droits de l'homme et bien d'autres conneries comme ça pour maintenir sa présence du côté du Niger. C'est la raison pour laquelle justement la problématique d'une possible intervention doit être prise au sérieux parce que la France sait très bien qu'elle est en train de jouer son bateau et justement... Est-ce qu'on pourrait penser justement qu'il y aurait une intervention militaire au Niger ou alors la France a carrément perdu ce pays-là? Non, je pense que la possibilité d'une intervention militaire reste présente. Ça, il faut le savoir. Je tiens à rappeler à nos followers, à ceux qui nous suivent, qu'il y a de cela pratiquement 2 semaines, le président ivoirien a vite fait d'organiser une rencontre entre le chef d'état-major de l'armée nigériane, oui, avec le président Emmanuel Macron et un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée française. L'objectif était de rassurer le chef d'état-major des armées nigériennes comme quoi la France serait prête
à donner non seulement les moyens nécessaires, mais également la logistique nécessaire pour une quelconque intervention du côté du Niger. Le problème qui se pose ici, c'est que quand vous analysez les forces et les faiblesses en présence, vous comprenez que c'est une entreprise qui non seulement est très complexe, mais à la limite périlleuse. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple un pays comme le Nigeria, premièrement, le Sénat nigérien est contre une quelconque intervention militaire du côté du Niger. Deuxièmement, le Sénat nigérien fait savoir que l'armée nigériane n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle n'est pas outillée, elle n'est pas assez préparée pour mener une guerre hors de son territoire. Et troisièmement, le Sénat nigérien fait savoir aux autorités gouvernementales qu'il ne sert à rien d'aller attaquer un pays alors que sur son propre sol, on est incapable de résoudre une menace sécuritaire qui dure depuis pratiquement 20 ans, la menace Boko Haram. Parce que rappelons que n'eût été la solidarité régionale, je parle ici de dans la région du lac Tchad, à travers justement la création de la FMM, la Force multinationale mixte placée sous le commandement de la CBT, la Commission du bassin du lac Tchad, qui regroupe le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Boko Haram serait en train de faire des ravages parce que l'armée nigériane semblait dépassée par la menace Boko Haram. Et donc, c'est cette alliance de forces des pays voisins qui aujourd'hui ont permis justement à ce que Boko Haram puisse être cantonné au niveau de la forêt de Sambisa. Et même jusqu'à là, l'armée nigériane tâche véritablement à résoudre la menace là. Il faut également dire que c'est une armée qui est hautement corrompue parce que quand vous analysez les chiffres qui sont débloqués et les moyens qui arrivent sur le terrain, il y a un gap très énorme. C'est une armée qui est très mal outillée, même si on ne le dit pas toujours. C'est une armée où aujourd'hui, les soldats au sein de cette armée-là ont du mal à s'identifier aux autorités politiques. Pourquoi? Parce que le pays vit une forme de scissure entre le nord et le sud. Les soldats issus du nord disent qu'ils ne se voient pas combattre pour les soldats pour l'armée du sud, parce que pour eux, ce sont les autorités du sud qui gouvernent depuis là, et ils ne se voient pas combattre pour les autorités du sud pour venir combattre leurs frères du Nord, parce que rappelons que Boko Haram est une menace beaucoup plus présente dans le Nord, telles que les villes de Kano, Maiduguri et bien d'autres choses. Donc, le Nigeria lui-même, c'est un pays très compliqué qui complexifie encore véritablement. Et pendant ce temps, il y a quand même des divisions au sein même de la CEDEAO. Exactement. C'est-à-dire que quand vous sortez du Nigeria, lorsque je parlais de l'analyse des forces et des faiblesses, si vous prenez par exemple un autre pays, par exemple le Sénégal, rappelons que les pays qui sont vatangés au sein de la CEDEAO, vous avez le Nigeria, vous avez le Sénégal, vous avez le Bénin et vous avez la Côte d'Ivoire. Si vous prenez le Sénégal, on comprend très bien aujourd'hui que le Sénégal, c'est un pays hautement fragilisé. La situation socio-politique au Sénégal est de telle enceinte que à n'importe quel moment, il peut justement avoir un coup de feu. Le président Macky Sall est en très mauvaise forme. Il y a la sortie d'un ensemble de parlementaires sénégalais qui justement disent à Macky Sall qu'il n'a pas qualité à déployer l'armée sénégalaise sans demander l'aval du Parlement, qui aujourd'hui n'est pas prêt à autoriser un quelconque déploiement de l'armée sénégalaise en dehors de leurs frontières. Si vous prenez un pays, par exemple, comme le Bénin lui-même est un pays doublement fragilisé, parce qu'il faut le dire très clairement, le président Patrice Talon, quoi qu'il est en train de vouloir manœuvrer à travers justement ce qu'on observe de ce côté-là, une forme de censure des médias, parce que les médias qui donnent un son de cloche différent de celui voulu par le président Talon sont à la limite empêchés de véritablement s'exprimer, mais on comprend très bien qu'au sein de la population nigérienne, les peuples ne se reconnaissent pas dans les décisions politiques. Rappelons également que si vous prenez un pays comme le Niger, vous prenez un pays comme le Nigeria qui partage la même frontière avec le Niger, le Bénin et le Nigeria ont une population qui a véritablement les mêmes origines anthropologiques que celle du Niger. Rappelons qu'au Nigeria, vous avez pratiquement 40% de la population qui se retrouve être des Haoussa. Au Niger, c'est pratiquement 60% de la population, c'est-à-dire que ce sont des frères, ce sont des cousins. Si maintenant vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, parmi ces pays vatangais, on sait très pertinemment qu'en Côte d'Ivoire, à l'heure où nous parlons, il n'existe pas une journée sans qu'il y ait des manifestations à l'intérieur des casernes militaires. Les militaires aujourd'hui sont en train de revendiquer les promesses qui leur avaient été promises
du en temps 2011. en 2011 pour justement venir mener la guerre contre le président élu. Alassane Dramane Ouattara avait promis 75 millions à chacun d'entre eux et plus une villa. Exactement. Oui, faut bien le rappeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires dans les casernes sont en train de demander à Ouattara que tu es en train de nous, parce que la promesse qui avait été faite aux militaires qui devaient s'engager, c'est que ceux-ci, ils devaient avoir une prise en charge de leur famille, une forte somme d'argent leur seront remis, un ensemble de promesses comme ça. Et justement, ces militaires ont rappelé à Ouattara que les premières promesses que tu nous avais tenues pour que nous entrions en guerre contre le président élu Laurent Gbagbo, jusqu'à présent, tu ne les as pas tenues et tu es en train d'engager une seconde promesse alors que la première, même tu étais incapable de la respecter. Ça fait que même la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays vraiment fragilisé. Donc, vous voyez qu'en réalité, ce sont des canards boiteux qui sont en train de se mettre ensemble pour attaquer un pays fort. Maintenant, je finis avec les forces. Terminons rapidement. Les forces. Quand vous prenez maintenant les forces, vous prenez le Niger. On ne le dit pas assez. Le Niger, c'est une armée de plus de 40 000 hommes. Il faut le dire, aguerris au combat. Parce que la plupart de ces pays-là, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils n'ont pas l'expérience de la guerre dans le Sahel. Et quand vous prenez les alliés du Niger, vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, vous avez également l'Algérie. Et tous ces pays-là sont des pays qui sont familiers à la guerre dans le Sahara, puisqu'en permanence, ils sont confrontés aux attaques terroristes. Donc, ils ont l'expérience de la guerre, ils ont la connaissance du terrain. Il faut également dire que dans ces pays-là, vous avez deux grandes puissances. Selon le département d'État, le Mali aujourd'hui se veut être soit la première ou la deuxième puissance en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que le Mali en lui-même est une puissance. Lorsque le département d'État américain le dit, c'est sur la base du matériel militaire qui a été livré à la République du Mali par la Fédération de Russie. Et selon le classement Global Firepower, l'Algérie qui est catégorisée comme étant la deuxième plus grande armée africaine, alors qu'en réalité c'est la première, mais on veut privilégier l'Égypte parce qu'en réalité le premier partenaire commercial dans le domaine de la vente et l'achat des armes de l'Égypte, ce sont les États-Unis, mais l'Algérie c'est Même si aujourd'hui l'Égypte a tourné le dos justement à son partenaire et s'est tourné vers les BRICS. Mais sur les papiers, l'Algérie, c'est la première puissance militaire d'Afrique. Et quand vous ajoutez l'Algérie au Mali, qui est la première puissance ouest-africaine, on a bien envie de demander aux autres canards boiteux comment est-ce qu'ils vont faire pour vaincre ces deux armées. Si, enfin, vous ajoutez une énième variable, je termine avec ça, qui est le peuple, parce que rappelons que il est facile d'attaquer un territoire, mais vous devez vous assurer de ne pas arriver en tant que personne hostile. C'est-à-dire que si vous attaquez un pays où le peuple aujourd'hui fait avec son armée, la situation devient compliquée. Il vous souvient encore la bataille de Dien Bien Phu, où la France et les États-Unis ont été chassés comme des malpropres de ce pays-là. Simplement pourquoi? Simplement parce qu'ils ont fait face à ce qu'on appelle la défense populaire. C'est le peuple qui est devenu l'armée. Et c'est le même cas aujourd'hui au Niger, puisqu'on voit très bien comment vous avez des volontaires qui veulent déjà s'engager pour défendre la patrie. Ils sont déjà des millions, et ça, il faut également le préciser. Les peuples se mobilisent dans les rues. Ça veut dire qu'à partir du moment où un soldat de la CEDEAO pose les pieds au Mali, il devient une personne hostile. On n'aura plus à faire une guerre, ce sera la guérilla urbaine. Parce que les guerres vont se faire rue par rue, quartier par quartier. Pour avancer d'un pas, il faudrait être sûr que la maison d'en face n'est pas hostile. Et donc, on va entrer dans un chaos qui ne dit pas son nom. Donc, très véritablement, je crois que on a bien envie de faire la guerre pour son maître, Emmanuel Macron, mais il faut être réfléchi, il faut être judicieux, surtout qu'aujourd'hui, la dynamique des coups d'État n'est également pas exclue pour ces personnes-là. Le Niger, alors où nous parlons, il y a un semblant de volonté de coup d'État. On ne le dit pas assez. Le Bénin, c'est pareil. La Côte d'Ivoire, alors, c'est une certitude. Ça va arriver dans les jours qui arrivent. Le Sénégal, il y a un ensemble de députés sénégalais également qui ont appelé l'armée à assumer leurs responsabilités. Indirectement, c'est dit à l'armée de faire un coup d'État contre le président Macky Sall. Donc, il y a tellement de variables qui font en sorte que ces bataillons doivent réfléchir à 3 fois. Et je chute avec ça, même jusqu'en France, alors nous parlons, le peuple français invite les Français qui se revendiquent encore être des hommes libres et l'armée française à destituer Emmanuel Macron parce que pour eux, c'est un président antidémocratique, anticonstitutionnel, le même qui veut nous parler de démocratie et de constitution en Afrique. Merci à vous, Charlie Keyi, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques et nous vous le demandons tous les jours. Vous savez qu'une télévision ne peut pas vivre sans vous et sans aide. Actuellement, Panafricaniste TV a besoin de vous, de financement. Et vous connaissez justement, en cliquant sur les belles pages de nos plateformes, vous verrez justement quel genre de financement vous pourrez faire, de Tipeee en passant par toutes les formes de financement possibles. Nous avons besoin de vous pour continuer justement le combat. Sur ce, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement.